Camarades, bonjour. Reprenons la suite de nos aventures normandes avec la création du duché de Normandie par Roland, justement. La dernière fois, ensemble, on avait fait une sorte de petit état des lieux de la question. On avait vu les sources, les origines géographiques et historiques de Roland un peu floues, et surtout, ses premières installations en territoire franc qui n'étaient pas d'une si grande complexité que ça, pour le Scandinave. Je vous avais surtout laissé à la veille d'une grande bataille qui allait changer pour toujours la colonisation scandinave en territoire franc, avec la pérennisation de cette dernière, et surtout la conversion des Scandinaves à la foi chrétienne. Le tout en cette fin d'époque carolingienne en Francie occidentale, avec un jeu des trônes permanent entre comtes, ducs, marquis, rois, bourguignons, flamands, picards, francs, et j'en passe. Oui, vous l'aurez compris, c'est pas parce que les débuts étaient flous mais simples que la fin va être claire et compliquée. Elle va être floue et compliquée, ouais, mais on a l'habitude de pinailler sur la chaîne. Ce conflit majeur, qui va voir de profonds changements pour Roland, se passe aux abords de la ville de Chartres, et va se faire appeler, je vous le donne dans le mille, la bataille de Chartres. Ouais, les historiens sont pas fait chier sur la question. Mais bon, passons. Cette bataille voit d'abord d'un côté, du coup, les hommes de Roland, les Scandinaves, et surtout les Francs, les Bourguignons et les Poitevins, conduits par Richard le Justicier, Elbe de Poitiers, qui mettent leur vie à arriver, et l'évêque de Chartres, Goussaume, qui d'habitude n'est pas le dernier pour la baston, mais qui là, doit faire face seul à Roland. Dans un premier temps donc, l'avantage est scandinave, et on voit mal comment ça va changer. Si dans un premier temps, ce siège semble alors un avantage clair pour le Scandinave, même s'il est très peu référencé dans les sources, c'était sans compter sur le protecteur de la région, un certain Robert, comte de Paris, duc de Gaule-Celtique et marquis de Neustrie. Ce Robert aussi, accessoirement, c'est le grand-père du futur Hugues Capet. Bref, ce Robert, lui aussi, a reçu l'appel à l'aide de l'évêque, et est beaucoup plus proche que Richard ou Elbe afin de venir l'aider ce dernier, et se dépêche de marcher à toute hâte direction Chartres, et engage le combat quasiment immédiatement. Ceci dit, seul, tout Robert qu'il est, il n'arrive pas à défaire Roland, mais c'était sans compter sur l'arrivée des renforts promis, jusqu'à présent, ceux de Richard le Justicier notamment, puisque Elbe, on va le voir, va avoir quelques mésaventures et arriver à un poil à la bourre. Bref, ensemble, Richard et Robert mettent alors un gros combat dans la mouille à Roland, mais ce dernier tient bon. Il arrive à tenir assez sérieusement, et Goussaume, voyant depuis sa cité que les deux hommes n'arrivent pas à défaire le Scandinave, décide qu'il est temps pour lui d'intervenir directement. Oui, directement, puisque c'est un évêque du Haut-Moyen-Âge, et ce dernier n'a pas peur de se salir les mains, littéralement. Goussaume sort alors de sa cité, avec les fringues du dimanche, le grand chapeau, le bâton, la croix, et tout ce qui va bien, mais surtout derrière lui, avec une ribambelle de gonzes carapacenés de la tête aux pieds, et prêt à charger dans les fions des Scandinaves. Les arrières de Roland sont donc chargés par l'évêque et ses hommes, et tout viking qu'il est, Roland, il a pas dû bien comprendre, il a pas dû voir beaucoup d'évêques ainsi lui charger la mouille. Il est pris sur deux fronts, et Roland est donc fait comme un rat. Il doit battre en retraite et arriver à constituer une nouvelle position de défense. Chose qui sera fait assez vite au nord de Chartres, à Lèves. Là-bas, c'est à ce moment que Elbe aurait enfin rejoint le gros des troupes, non sans être furieux, en apparence du moins dans les sources, d'avoir raté le combat, prétextant peut-être une crevaison sur l'A71, ou le fait d'avoir mangé des crevettes avariées, on sait pas trop. Et tout ça parce que, soi-disant, j'ai pas pris part au combat. Vous avez pris part au combat? Non, parce que j'ai été pas mal malade. Du coup, Richard et Robert, qui se retrouvent seuls une fois que Goussaume a mené sa charge bien épique, sont bien contents de retrouver Elbe, et l'envoient en première ligne pour tâter les défenses de Roland et tenter de capturer le chef des Scandinaves. Parce que c'est pas tout de dire qu'on s'en veut, il faut le prouver, et d'être bonne foi. Sauf que Elbe, à votre grande surprise évidemment, va se faire rétamer par Roland. Et oui, on n'attaque pas une position fortifiée comme ça, n'importe quel génie militaire aurait plus ou moins compris. Mais bon, j'imagine que c'était pour donner une petite leçon au comte de Poitiers, parce que Richard et Robert, eux savent avoir payé un lourd tribut à la guerre, si vous me permettez l'expression. Un siège va alors s'établir doucement devant le camp de Roland, mais bon, aucun des deux camps n'a réussi à le préparer correctement, que ce soit en termes d'hommes
de vire, de position de défense ou d'étude du terrain. Et du coup, on sait pas trop qui est véritablement en meilleure position pour le gagner. Et Roland, ça, il l'a compris très vite, surtout lorsque l'une des premières nuits, c'est une nouvelle lune. Il fait nuit noire, et Roland décide de tirer avantage de ce don de la nature afin de tenter une sortie. Il va faire dispatcher aux quatre coins du camp ennemi des hommes avec des cornes de brume, qui, aux premières lueurs du jour, vont devoir souffler là-dedans comme jaja, histoire de faire peur aux Francs et aux Bourguignons, et leur symboliser aussi par ce son que ces derniers sont encerclés. Ouais, c'est du bluff, mais ça peut marcher. Ainsi, dès les premiers rayons de soleil, les Scandinaves se mettent à jouer du soin, et les Francs et les Bourguignons, comme prévu, sont paniqués. Richard et Roger prennent la tête de l'armée, essayent de voir d'où peut venir l'attaque, se dispatchent aux quatre coins du camp, et pendant ce temps, Roland, lui, va faire ce qu'il sait faire le mieux, charger tête baissée, traverser le camp ennemi, et partir direction Roland avec le maximum d'hommes possible. Et Elb dans tout ça ? Encore une fois, coup de pas de bol, il n'était pas présent. Il est arrivé en retard, et il est parti avec quelques hommes à la poursuite de Roland, mais sans jamais réussir à le trouver. C'est con quand même, on a beau faire des efforts, de temps en temps, on n'y arrive pas, on a toujours un train de retard. Du côté franc, cette bataille de Chartres est alors très indécise. Certes, elle peut être considérée comme une victoire, puisque Roland n'a pas réussi à prendre la ville, mais d'un autre côté, il a réussi à fuir, et le problème est toujours existant. Et ce problème qui perdure commence à devenir une véritable épine dans le pied de Charles III, puisque le roi des Francs commence à devoir faire face à des frondes de ses puissants qui le voient du mauvais œil. Car oui, on est au haut Moyen-Âge, on est encore loin des rois tout-puissants, du roi Soleil, et il n'y a pas de 49-3 pour Charles III. Si le mec il est teuteux, impopulaire ou jugé incompétent, il est destitué, et on le remplace par un mec un poil plus compétent. Comme par exemple Robert de Neustrie, qui serait bien chaud à se voir comme le nouveau roi des Francs. Du coup, si Charles veut garder ses fesses sur le trône, il va devoir trouver une autre solution, s'il veut régler le problème Roland. Force est de constater qu'il n'arrive pas à le défaire sur le terrain de jeu de la bataille, c'est peut-être par la diplomatie que ça peut fonctionner. Il convoque alors à sa cour l'archevêque de Rouen, un certain Francon, et ensemble, ils vont décider d'une sorte de traité de paix avec 3 clauses principales. Alors, est-ce que Charles et Francon ont décidé tout seuls de ces 3 clauses, ou est-ce que, comme certains historiens le pensent, il y a eu une pression des ducs et des comtes pour rajouter la 3e? Je vais vous laisser décider ça tout seul. Toujours est-il que les 3 clauses sont les suivantes. La première est une sécession des hostilités entre Francs et Scandinaves, et ça dès maintenant. La seconde, c'est un don de terre à Roland allant de l'embouchure de la Seine, grosso modo depuis Rouen, jusqu'à l'Andelle, un fleuve qui court dans l'actuelle Normandie. Et la troisième, c'est un cadeau de mariage. Le roi consent à donner sa fille, Gisèle, en mariage à Roland, bien que ce dernier soit déjà marié, techniquement. Je vous rappelle la capture de Popa. Ah, oui, Roland et les femmes, c'est un véritable gentleman. Arrivé à la cour de Roland, Francon expose alors ses 3 clauses, et Roland, est super chaud, évidemment, puisque c'est tout ce qu'il a toujours voulu, et il aurait même pas besoin de se battre. Pas la paix et les mariages, ça, il sait faire tout seul, mais le don de terre. Avec cette terre de Normandie, il va enfin pouvoir s'établir, fonder une colonie, et pouvoir faire peut-être un nouveau petit royaume, comté ou duché, allez savoir ses projets. Voyant qu'il est bien chaud, Francon rajoute alors un petit peu de pommade pour Roland. Il va déjà lui dire que la terre concédée par le roi est un véritable cadeau, puisque même s'il a été ravagé depuis de nombreuses années, c'est une terre qui est très fertile, qui est super bonne pour l'élevage, la culture, l'arboriculture et ce que vous voulez. Et du coup, Francon rajoute que si Roland veut vraiment s'intégrer et montrer qu'il est vraiment sérieux dans la proposition faite par Charles, il pourrait aussi se convertir au christianisme. Ça lui donnerait que des avantages, serait bien mieux intégré, et surtout pourrait peut-être revendiquer quelques terres en plus au roi des Francs. Roland, qui est super chaud pour accepter ce traité, renvoie alors Francon à Paris avec 2 clauses afin de le ratifier. La première, c'est effectivement un traité de paix, mais pour une durée de 3 mois, parce que, va savoir, Roland prévoir, c'est peut-être pas trop son truc, et il se dit que 3 mois c'est déjà bien long pour faire la paix. La seconde, c'est une entrevue en direct entre lui et Charles III afin de ratifier l'accord et de montrer la bonne foi de chacun. En échange de quoi, si Charles accepte ces 2 clauses-là,
Rollon veut bien accepter le traité de paix, et surtout veut bien en quelque sorte rentrer au service de Charles III. Il veut bien le reconnaître comme suzerain, ça c'est cadeau de sa part, et se mettre au service des Carolingiens. Du coup, quand Francon est de retour à Paris en disant que Rollon est chaud d'accepter toutes les clauses du traité, que lui-même propose une paix et de se mettre au service des rois carolingiens, et est plutôt chaud même d'entendre parler d'une conversion, et l'idée lui fait pas peur, et ben l'archevêque est reçu comme un héros à la cour de Charles. Là-bas, tout le monde l'acclame, et il est vu véritablement comme le père fondateur de cette paix entre Francs et Scandinaves. Le sang est épargné, pour quelques mois, du moins. Vous les auriez vus quand je leur ai annoncé la nouvelle. Le négociateur qu'ils criaient, vive le négociateur, vive le seigneur, bord. Ouais, bon, mais qu'est-ce que les maris viennent foutre là-dedans? Attendez, vous allez voir. Charles s'empresse alors d'accepter les propositions faites par Rollon, et une entrevue est programmée assez rapidement courant 911 afin de ratifier le traité, et ça se passera sur les bords de l'Epte, à un autre fleuve de Normandie. Sauf que dans tout ça, il y a quand même un type qui est lésé. C'est Robert. Robert, le comte de Paris, duc de Gaulle celtique, marquis de Neustrie, c'est l'homme qui a défait Rollon à Chartres, c'est lui qui aurait dû justement récupérer tous les rameaux de la victoire, et qui va se la faire mettre à l'envers, puisque outre avoir des titres à rallonge, ces derniers signifient la possession de terres, et le marquisat de Neustrie, dedans, il y a la future Normandie. En gros, Charles va donner des terres de Robert à Rollon, sans avoir demandé l'accord de ce dernier. Robert comprend que s'il veut peser dans ce jeu des trônes, s'il veut pouvoir continuer à avoir de bons rapports avec Rollon et surtout compter à la cour du Carolingien, va devoir trouver une solution s'il veut pas se faire effacer du tableau assez rapidement. Et la solution lui vient assez naturellement. Il a entendu parler que Rollon était chaud pour la conversion, et du coup va court-circuiter un peu tous les messages pour être le premier à proposer à Rollon d'être son parrain pour le futur baptême. Rollon, quand il reçoit la lettre, évidemment, encore une fois, est chaud, puisqu'il va mettre tous ses œufs dans différents paniers. Le premier, c'est un mariage avec Charles III, qui va le faire rattacher au pouvoir carolingien. Le second, c'est des bonnes relations avec l'archevêque de Rouen qui fait qu'il va pouvoir s'installer de manière pérenne dans la future Normandie parmi les locaux. Et enfin, son parrain va être le marquis de Neustrie, et c'est donc une alliance avec l'un des hommes les plus puissants du royaume des Francs. Pour Rollon, c'est donc tout bénef, et ça commence à prendre tournure. Une fois tout le monde d'accord sur les termes de ce traité, il est maintenant temps de le ratifier. Et à l'automne 911, sur les bords de l'Epte donc, on voit une armée de Scandinaves et de Francs se regarder en chien de faïence. Puisque Rollon, allez savoir pourquoi, peut-être qu'il a fait des études d'agronomie ou qu'il a compris qu'on essayait de lui mettre à l'envers, mais au dernier moment, va refuser certains termes du traité. Rollon veut effectivement bien voir le roi, discuter avec lui et ratifier un traité de paix, mais il y a certaines clauses qui lui vont pas. Il a compris que Francon lui a mis un petit peu à l'envers dans le sens où les terres concédées en Normandie ne sont pas si fertiles que ça. Il ne va pas pouvoir faire une espèce de puissance agricole qu'il voulait faire, et du coup, le temps que ces dernières se remettent des ravages qu'elles ont subis des pillages depuis de nombreuses années, Rollon exige à Charles III un terrain de jeu afin de piller, de brûler, de capturer des esclaves, bref, de faire le viking, et ça en toute impunité. Oui, on est encore à fond dans le cliché barbare. Mais connaissant Rollon, c'est loin d'être impossible encore une fois. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi, et entendre les lamentations de leurs femmes. Très bien. Deuxièmement, et ça semble assez pertinent pour Rollon, puisqu'effectivement ça a été une question qui n'a pas été traitée jusqu'à présent, c'est que le don de terre qui va lui être fait, lui soit reconnu pour lui, mais aussi tous ses descendants, et ça, à vitam aeternam. Et aussi, s'il pouvait étendre un petit peu son territoire, plutôt d'aller jusqu'à Landelle, d'aller jusqu'à l'Epte. Comme ça, on signera le traité sur la frontière entre Francs et Normands. Le symbole est plutôt joli, et Rollon, c'est peut-être un amateur de poésie. Bref, Charles, devant la pression de ses puissants, n'a pas trop le choix et va alors accepter toutes les excentricités de Rollon. S'il veut bien augmenter un peu la taille du territoire de Rollon jusqu'à l'Epte, le véritable problème,
ça va être le don de terre des Francs aux Normands afin qu'ils établissent leur pillage, puisque Rollon exige une terre franque et que ces derniers n'impliquent aucune répercussion lors des pillages. Dans un premier temps, Charles va alors proposer la Flandre à Rollon. Mais Rollon, la Flandre, il la connaît bien, il l'a déjà pillée, c'est marécageux, c'est ravagé, c'est pas super riche, il en veut pas. Du coup, Charles ne sait pas trop quelle terre donner à Rollon. Et c'est là que lui vient une idée de génie. Il se doute que Rollon ne comprend peut-être pas toutes les subtilités des jeux politiques de l'époque carolingienne, et décide de régler d'une pierre deux coups. Il va donner à Rollon comme terrain de jeu la Bretagne. Puisqu'à cette époque, les Bretons ne sont plus véritablement sous l'égide du pouvoir carolingien, et sont un véritable problème pour Charles III, qui voit alors ses marches de Neustrie et de Bretagne être un véritable gouffre financier et un gouffre à soldats. Du coup, Charles propose à Rollon que toute la Bretagne sera son terrain de jeu et qu'il pourra la ravager comme il veut, et qu'en échange ce dernier s'engage à ne pas intervenir. Rollon, qui a un terrain de jeu qui est assez riche, assez étendu, et ça à côté de la maison, accepte. Mais n'a pas compris que Charles n'était pas le souverain des Bretons. Ce qui va faire quelques problèmes entre Normands et Bretons pour les années à venir, mais aussi entre Bretons et Francs. Mais tout ça, je pense que vous connaissez, on en a encore quelques répercussions aujourd'hui. Une fois ces accords de dernière minute trouvés, il est maintenant temps pour Rollon de remplir sa part du marché et de se soumettre à l'autorité de Charles III. Chose qui sera faite assez rapidement. Dans la plus pure tradition alto-médiévale, les deux hommes se rencontrent, Rollon s'agenouille devant le roi, donne ses mains dans les siennes en gage de soumission, et Charles reconnaît alors la prise de possession des terres de Rollon, et surtout la transmission de ces dernières à ses descendants. La Normandie est donc maintenant fondée, c'est officiel. Une fois l'accord signé, bien que de mode non officiel, la conversion de Rollon et de ses hommes est une quasi-nécessité pour appliquer le traité. Elle permettrait aux Francs de prendre beaucoup plus sérieusement les promesses de paix du Viking et de savoir accessoirement que les églises vont être en sécurité. Et pour les Scandinaves, de mieux être acceptés parmi la population locale qu'ils vont devoir diriger, et surtout, ils pensent qu'avec cette conversion, les Francs ne rompront pas leur serment non plus, puisqu'ils vont être leurs frères chrétiens. Ainsi, le baptême de Rollon et de ses hommes aura lieu dès 912 par l'archevêque de Rouen lui-même. Dans les sources, Rollon est présenté un peu comme le nouveau Clovis, c'est le premier à rentrer dans la cuve baptismale et à recevoir le sacrement. De son parrain, Rollon va même recevoir un nouveau nom afin de montrer sa nouvelle naissance et sa conversion, et c'est comme ça qu'il va être connu dans les sources jusqu'à présent. Rollon va maintenant se faire appeler Robert. Oui, Robert de Neustrie lui donne le même nom. Mais bon, vous inquiétez pas, pour éviter de confondre les deux Robert, et de perdre le chemin entre Rollon, Robert, etc., on va continuer de l'appeler Rollon pour cette vidéo. Ça, c'est chantier. À partir de 912 donc, c'est fini pour Rollon dans les sources. Il va maintenant se faire appeler Robert, comte de Rouen et prince des Normands. Ou jarl des Normands, ça dépend si c'est une source franque ou scandinave. Bref, vous l'aurez compris, Rollon n'est donc pas véritablement le premier duc de Normandie. Officiellement, Rollon, il est Comes Rotomagensis et Princeps Northmanorum, donc littéralement comte de Rouen et prince des Normands. Ce titre de duc viendra bien plus tard, avec le petit-fils de Rollon, Richard Ier, qui va devenir marquis de Neustrie, et que Hugues Capet va décider que les protecteurs de cette marche vont maintenant devenir des dux, à savoir donc des ducs. Bref, après cette conversion, va se suivre alors une espèce de trou dans les sources de 10 ans sur le règne de Rollon. Entre 912 et 922, on a très peu d'infos, mis à part que Rollon va tenir à peu près ses serments, ne pas remonter la Seine pour assiéger Paris, mais il y a quand même quelques monastères qui crament. Mais on sait pas si ça vient de Rollon, ou d'autres Scandinaves qui cherchent à s'établir dans la région, de la même manière que le prince des Normands. Puisque oui, voyant la réussite de Rollon, d'autres Scandinaves se disent qu'ils peuvent se tailler des principautés à même le royaume franc, et plus tard après se faire reconnaître comme vassal. Et c'est une idée qui justement plaît bien à Robert de Neustrie, parce qu'il faut pas oublier qu'il l'a mauvaise, le fait d'avoir filé des terres, et va alors installer des Normands dans la région de Nantes pour établir sa propre principauté de Scandinave. Sauf que, manque de peau pour Robert, ces Normands à lui sont plutôt des tocards. Ensemble, les Bretons vont réussir à s'unifier et surtout repousser à la mer cette proto-colonisation,
Robert n'a alors plus que ses yeux pour pleurer puisqu'il n'arrivera jamais à établir sa propre principauté normande en territoire franc. Il n'y a que Roland qui arrive à s'installer et à perdurer de manière pérenne, et ça pour de nombreuses années à venir. Petite mise en garde à cette histoire. Ceci dit, pour Roland, c'est pas tout rose non plus. Même s'il y a un trou dans la chronologie, on sait, grâce à Flodoard, qui a compilé plusieurs chroniques anonymes de monastères, qu'à cette époque, Roland est plus ou moins en crise avec ses voisins directs, de l'Oise, de la Picardie et de Flandre. Sans qu'on sache si c'est ceux derniers qui cherchent à les conquérir, ou si c'est les Francs qui cherchent à poutrer le Normand. Toujours est-il qu'il y a un conflit et que tout ça va s'arrêter de manière brute en 922, lorsque ce qui devait arriver arriva. Charles le Simple va se faire déposer par les grands du royaume qui en ont marre de se faire diriger par un teuteux comme lui. C'est moi le roi! Allez, tranchez-lui la tête! Le mec, à l'origine de cette conspiration et qui va se faire élire nouveau roi, hasard, c'est Robert. Depuis le temps qu'il emmagasine de la rancœur envers Charles, il était temps qu'elle éclate. Robert se fait donc élire roi des Francs et va alors voir Roland afin de lui proposer de le rejoindre dans sa guerre contre Charles, puisque même si Charles est déposé, il est toujours vivant, il s'est replié en Lotharingie et est bien décidé à mener le combat jusqu'au bout pour reprendre son trône. Roland, qui va devoir choisir entre son parrain et son beau-père, se trouve alors dans une position assez délicate, et va choisir de rallier Charles III. Choix qui n'était peut-être pas le plus judicieux, puisque tous ses voisins sont des pro-Robert, et un grand conflit va donc éclater en Normandie dès les premières années de la Fondation. Mais ce conflit ne va pas durer très longtemps, puisqu'en 923, Robert va faire un échec critique. Lors de la bataille de Soissons qui l'oppose à Charles III, ce dernier va remporter la bataille, certes, mais va mourir au combat. Les conjurés n'ont plus de roi, et en 924, on trouve alors un nouveau prétendant au trône pour continuer le combat contre Charles III, le duc de Bourgogne. Non, c'est pas Richard le Justicier. Richard a fini par passer l'arme à gauche, mais c'est son fils, Rodolphe, qui, grâce à l'aura de son saint-père, va réussir à convaincre tout le monde de voter pour lui, en tant que nouveau roi. Roland, qui comprend qu'il avait peut-être choisi le mauvais cheval en pariant sur Charles III dans un premier temps, décide alors de retourner sa veste et de se rapprocher de Rodolphe de manière assez singulière, en lui proposant de le rejoindre dans son conflit contre Charles III, en échange de nouvelles terres pour son comté. En effet, Roland, ça fait maintenant quelque temps qu'il règne sur ces terres, et il a compris, courant 924 par là, que outre l'autorité territoriale des seigneurs, il y avait une seconde autorité chez les Francs, une autorité un poil plus spirituelle, représentée par les évêchés et les archevêchés. Et Roland, bien que tout nouveau dans la région, a décidé de s'intéresser un peu plus à la question des frontières de ces archevêchés. Et puis, moi aussi je suis chrétien. Non. Même si ça fait pas longtemps. Ainsi, Roland comprend alors très vite l'intérêt de sa capitale, Rouen. Rouen, chez les Francs, c'est un archevêché. En gros, pour simplifier et pas y passer 4 heures, c'est la province en chef de plusieurs évêchés. Et du coup, Roland fait alors pression sur son archevêque pour que tous ces évêchés soient rattachés à Rouen, aussi bien spirituellement que territorialement. De base, on l'a vu, le traité de 911 confie alors à Roland un territoire plus ou moins dessiné par des fleuves, entre la Bresse, l'Epte, l'Eure, l'Avre et la Dive. Sauf que l'archevêché, lui, est un poil plus étendu. Si Roland règne en effet sur un territoire qui composait plus ou moins les évêchés de Rouen, Lisieux et Évreux, l'archevêché, lui, s'étend également sur les évêchés de Bayeux, Coutances, Avranches, Sées, mais aussi Pontoise dans le Vexin, et Bellême dans le Corbonnois. Roland ne met alors pas longtemps à réclamer l'administration de toutes ces terres en 924 au nouveau roi, et Rodolphe va alors céder en partie à Roland en échange d'une alliance entre les deux hommes. Rodolphe lui donne alors l'administration des provinces de Bayeux et de Sées, et faudra attendre alors 933 lorsque le fils de Roland, Guillaume, régnera pour que Rodolphe confie l'administration des 2 derniers évêchés de Coutances et d'Avranches, alors bretons, aux Normands, pour dessiner ainsi les frontières connues du duché de Normandie. En s'agrandissant de cette manière, Roland va alors s'attirer les foudres de ses voisins qui ont les miquettes
de voir le Normand s'étendre et comprendre un peu les fonctionnements politiques du territoire carolingien. Et du coup, en 925, on voit alors une armée de Picards et de Flamands se former, conduit par Arnoul Ier de Flandre et Herbert II de Vermandois, pour attaquer la principauté normande, et pourquoi pas essayer de récupérer leurs terres. Le premier objectif, pour l'armée des Francs, c'est le fort viking de Eu. Ce siège du fort de Eu nous est alors, encore une fois, et comme toujours, très peu connu. La bataille est décrite assez rapidement, et le fort tombe quasiment immédiatement aux mains des Picards, ou des Flamands. On ne sait pas véritablement qui dirigeait l'assaut. Toujours est-il que, d'après Flodoard, la défaite viking est aussi due au fait que Rollon, à cette époque, commence à être assez vieillissant, même impotent. Il est décrit comme étant incapable de monter à cheval, et décide alors de changer un peu sa stratégie s'il veut voir la survie de sa principauté, et surtout que ses descendants puissent régner sur les terres qu'il a lui-même fondées. Du coup, courant 927, Rollon va tenter une nouvelle opération. Il va décider de déléguer son pouvoir et co-joindre à son règne son fils, Guillaume. Et Guillaume, c'est une sorte de petit Rollon en puissance. Il ressemble trait pour trait à son père, est tout aussi batailleur, et lui a au moins la hardiesse de l'âge, ce qui fait défaut à Rollon. Les deux hommes vont réussir à tenir tête aux Picards et aux Flamands pour quelque temps. Jusqu'au moment où Guillaume, qui ressemble un peu trop à son père, va commettre une erreur, puisque dans le conflit qui oppose Rodolphe à Charles, il va prendre le côté de Charles. Sauf qu'à cette époque, de 927, la prise de position carolingienne est assez risquée, et elle pue même violemment, puisque Charles est certes toujours vivant, il continue son conflit comme il peut, mais il le continue depuis une prison. Il a été capturé par Herbert de Vermandois, qui, ne se sentant plus pissé après avoir capturé un carolingien, décide d'entrer en rébellion également contre Rodolphe. Oui, c'est un véritable bordel, et le fait de quand on est chrétien on n'est pas censé se trahir entre nous, Rollon peut véritablement vérifier que c'est que sur le papier cette histoire. J'aime me battre. Rollon, à cette époque, est alors relégué au second plan, il n'y a pas vraiment d'autre terme. Mais c'est quand même lui qui va réussir une dernière fois à sortir tout le monde de ce guêpier. Rollon va proposer une entrevue entre Herbert, Guillaume, Charles et lui-même afin de trouver une espèce de paix entre tous ces hommes pour que non seulement Herbert puisse continuer son conflit contre Rodolphe, que Guillaume puisse être tranquille face aux Picards et que Rollon puisse mettre en ordre ses affaires avant de passer l'arme à gauche. Une entrevue a alors lieu à Eu, dans le fort viking occupé par les Picards, ce qui fait une sorte de zone neutre comme ça, c'est pas mal, et un traité de paix est alors signé entre Guillaume et Herbert. Herbert s'engage à ne plus attaquer les Normands, et en échange Guillaume, lui, s'engage à une sorte d'alliance militaire avec le Picard. Rollon a mis alors les choses en ordre une dernière fois, et va disparaître quasiment complètement des sources. Une dernière mention de lui est faite en 928, lors d'une querelle avec Herbert qui ne respectait véritablement pas toutes les clauses du traité de paix. Et c'est tout, puisque la phrase d'après nous explique simplement que Rollon s'est éteint un lustre après les événements de 927-928, donc vers 932-933. Un lustre signifiant littéralement 5 ans après, puisqu'étant une unité chronologique alto-médiévale basée sur le lustrum romain, qui était un recensement qui avait lieu tous les 5 ans. Voilà, si jamais vous voulez briller lors d'un repas de famille ou dans une situation qui ne l'exige pas, vous pouvez toujours révéler cette information. Oui, et je réalise que je suis peut-être pas un cadeau pour mes proches. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Il est toujours comme ça? Absolument pas. C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. En vérité, c'est intimide. Du coup, avec cette disparition de Rollon, on va maintenant avoir un Guillaume qui va pouvoir leur instaurer véritablement les fondations de ce que vont devenir le duché de Normandie. Puisqu'on l'a vu, même s'il est souvent considéré comme le fondateur du duché et le créateur de la principauté normande, dans les faits, le comté de Rouen et la principauté des Normands de Rollon n'a rien à envier à n'importe quel établissement de colonisation scandinave dans les royaumes anglo-saxons, par exemple. Toujours est-il que, de par ses actions, Rollon va alors enclencher l'engrenage de profonds changements dans l'Occident médiéval à l'aube de l'an 1000, puisque, avec cette méthode,
Rollon va créer un peu la marque déposée normande, partir, tout plaquer, pour créer à partir de rien des royaumes, des principautés et des duchés en territoires culturellement très différents des siens, en sachant s'adapter. Ainsi, ça va devenir la marque déposée de la petite noblesse normande, comme les Drengo, les Hauteville ou les Quarrel qu'on a vus lors de la série des Normands de Sicile, ou même sur les héritiers directs de Rollon, avec par exemple son arrière-petit-fils, Guillaume, qui du jour au lendemain va tout plaquer pour conquérir le royaume d'Angleterre. Mais tout ça c'est promis, c'est pour une prochaine fois. Le bisou.